Le procureur d'un tribunal d'Alger a requis un an de prison ferme contre Fodil Moubala, opposant et figure de la contestation qui agite l'Algérie depuis un an. Il a été jugé notamment pour atteinte à l'intégrité du territoire. Le verdict du procès des chefs anti-Balaka le rassure par les proches des victimes. 5 chefs anti-Balaka étaient condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou crimes contre l'humanité. Donald Trump fait une visite de 2 jours en Inde. Le président américain a été accueilli à sa descente par son homologue Narendra Modi au menu des échanges, le bras de fer commercial entre les deux pays. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue. Le procureur du tribunal d'Alger a requis un an de prison ferme contre Fodil Moubala, opposant et en même temps figure de la contestation qui agite l'Algérie depuis un an déjà. Il est jugé notamment pour atteinte à l'intégrité du territoire. C'est ce qu'a annoncé ce lundi une association. En détention provisoire depuis son arrestation mi-septembre, Fodil Moubala était jugé selon le Comité national pour la libération des détenus pour atteinte à l'intégrité du territoire, crime passible de 10 ans de prison ferme et diffusion de publications pouvant porter atteinte à l'intérêt national, délit pour lequel il encourt 1 an de prison. Ancien journaliste de la télévision nationale et l'un des fondateurs en 2011 d'un mouvement citoyen d'opposition, Moubala a comparu durant 16 heures devant un tribunal d'une banlieue d'Alger qui a renvoyé tard dans la nuit son verdict au 1er mars prochain, selon le Comité national pour la libération des détenus. Avant son arrestation, Moubala était de toutes les manifestations du Irak, le mouvement populaire de contestation en Algérie, né le 22 février 2019, pour s'opposer à la candidature de Bouteflika à un 5e mandat. Vendredi, la 53e manifestation hebdomadaire consécutive du Irak a drainé une foule immense dans les rues d'Alger et dans de nombreuses autres villes du pays, montrant que la contestation est toujours très vivace, malgré les engagements du président Abdelmadjid Tebboune. Élu en décembre lors d'une présidentielle rejetée par la contestation et boudée par les électeurs, il a depuis promis un changement radical dans le mode de pouvoir en Algérie. Fondé pour soutenir les personnes arrêtées dans le cadre de la contestation, le Comité national pour la libération des détenus a recensé début février 142 manifestants en détention provisoire et 1300 autres qui font l'objet de poursuites judiciaires, accusés d'avoir tenté de perturber la campagne présidentielle. Un procès historique vient de s'achever en République centrafricaine. Il a vu défiler devant les juges les chefs de la milice anti-Balaka. 5 d'entre eux sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Un verdict qui ne rassure toutefois pas les proches des victimes. En mai 2017, une colonne de miliciens chrétiens anti-Balaka a déferlé sur Bangoussa, petite cité somnolente du sud-est de la Centrafrique. Jusqu'alors relativement épargnée par la guerre civile qui ravageait le reste du pays depuis 2013, cette ville a été meurtrie par la mort d'au moins 72 civils musulmans et 12 casques bleus en quelques jours selon l'Organisation des Nations Unies. Les assaillants accusaient leurs victimes civiles de complicité avec la rébellion Séléka qui avait renversé le régime du président François Bozizé en 2013 et plongé la Centrafrique dans une spirale d'affrontements intercommunautaires. Dans ce massacre, 5 chefs de ces milices anti-Balaka ont été condamnés le 7 février dernier aux travaux forcés à perpétuité à Bangui pour crimes contre l'humanité. Un verdict historique dans un pays rompu à l'impunité. Depuis la signature d'accords de paix locaux en 2018, musulmans et chrétiens arpentent librement les rues. Mais à ce jour, seuls 145 déplacés ont pu regagner leur foyer. Le reste de la communauté musulmane, environ 2000 personnes, habitent toujours le petit séminaire en face de la cathédrale où ils avaient trouvé refuge en 2017 sous la protection des casques bleus de la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSMA, et subit un siège de plusieurs mois. Entassés dans ce camp de fortune sur une propriété de l'Église catholique, ces déplacés continuent d'alimenter les rumeurs les plus folles. Le verdict n'a pas dissipé les inquiétudes des uns et des autres.
Quelques milliers de personnes ont défilé ce dimanche dans les rues de Casablanca, la capitale économique du Maroc. Cette manifestation vise à dénoncer les inégalités sociales, demander la libération des détenus politiques et lancer un appel pour une vraie démocratie. À l'appel du Front social marocain, quelques milliers de personnes sont descendues dans les rues de Casablanca pour protester avec force contre le chômage, le coût élevé de la vie, les défaillances des services publics, tout en demandant la libération de tous les détenus politiques, à commencer par ceux du Irak. Vive Zefzafi, nous sommes tous Zefzafi, ont crié les manifestants en référence à Nasser Zefzafi, le chef du mouvement populaire du Irak, condamné en 2018 à une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Les manifestants qui brandissaient de grandes banderoles et agitaient des drapeaux rouges se sont ensuite dispersés dans le calme. Première manifestation du Front social marocain pour dire stop aux politiques antisociales et politiques antidémocratiques, pour dire stop à la dégradation des droits de l'homme, pour dire stop aux politiques qui ont bien sûr abouti à la dégradation du pouvoir d'achat de la majorité de la population marocaine. Cette marche est organisée par le Front social marocain qui regroupe des syndicats, des organisations des droits de l'homme et aussi les 4 partis de la gauche et plusieurs associations bien sûr de la société civile. La date de cette marche coïncide délibérément avec l'anniversaire du mouvement du 20 février, mouvement de contestation qui avait agité le Maroc en 2011 à l'époque des printemps arabes. En réponse aux inégalités profondes qui focalisent le mécontentement social, le roi du Maroc, Mohamed VI, a promis il y a quelques mois un nouveau système de développement. Concernant les libertés, le pouvoir estime avoir mené à bien une transition démocratique après 2011 grâce à la réforme de la Constitution et rejette toutes les critiques des défenseurs des droits humains. Le président sortant Faure Gnassingbé a été reconduit pour un 4e mandat à la tête du Togo. C'est ce qui ressort des résultats officiels provisoires proclamés dans la nuit de dimanche à lundi par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Reportage. Le président togolais Faure Gnassingbé a été réélu ce dimanche soir pour un 4e mandat avec 72,36% des suffrages. Son principal rival, Agbeome Kodjo, obtient lui seulement 18,37%, tandis que le 3e candidat, Jean-Pierre Fabre, récolte 4,35% des voix. Au total, 7 candidats étaient en lice. Après l'annonce des résultats, le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, l'un des premiers soutiens du chef de l'État, a évoqué un score inédit pour le candidat du parti au pouvoir, Union pour la République. Faure Gnassingbé avait été élu avec un peu plus de 58% des voix il y a 5 ans. Le taux de participation est de 76,36%, bien plus élevé que les 60,99% enregistrés en 2015. C'est la première fois que des résultats sont annoncés aussi rapidement au Togo, à peine plus de 24 heures après le vote. Ces résultats seront transmis à la Cour constitutionnelle qui a 6 jours pour statuer et annoncer les résultats définitifs. Mais quelques heures avant l'annonce des résultats officiels, l'opposant Agbeome Kodjo, ancien Premier ministre, s'était quant à lui autoproclamé président démocratiquement élu. Il a d'ailleurs appelé ce lundi le peuple à défendre la vérité des urnes. Il faut dire que le vote s'est déroulé sans violence, mais la société civile dit avoir recensé des bourrages d'urnes et des inversions de résultats. Justement, je suis le président démocratiquement élu, a annoncé le candidat du MPDD, Agbeome Kodjo, lors d'une conférence de presse à son domicile à Lomé, au lendemain de la victoire du président Faure Gnassingbé. On l'écoute. Je suis le président démocratiquement élu à l'issue du scrutin du 22 février 2020. Ces chiffres n'expriment pas la réalité des suffrages exprimés par le peuple togolais. C'est en raison de ce constat que nous rejetons avec véhémence ces chiffres. J'utiliserai tous les moyens légaux pour rentrer en possession du pouvoir que le peuple m'a confié.
Donald Trump effectue une visite de 2 jours en Inde. Le président américain a été accueilli à sa descente par son homologue Narendra Modi au menu des échanges. Le bras de fer commercial entre les deux pays. Reportage. Le président américain est arrivé en Inde, pays qui compte 1,3 milliard d'habitants. La première journée de ce déplacement est l'occasion d'un pas de deux soigneusement chorégraphié entre le président américain et le premier ministre indien. Les deux hommes mettent en scène leur alchimie personnelle dans un contexte de friction commerciale causée par leur protectionnisme respectif. Responsables indiens et américains se réservent les discussions sur le fond des dossiers pour la série d'entretiens bilatéraux mardi à New Delhi. L'Inde est un allié stratégique pour les États-Unis en Asie, qui voit en elle un potentiel contrepoids à la montée en puissance de la Chine dans la région. Narendra Modi est venu en personne l'accueillir à son atterrissage à l'aéroport pour le premier voyage officiel de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Les deux dirigeants ont loué les liens entre l'Inde et les États-Unis en partageant à la mi-journée l'estrade du plus grand stade de cricket du monde pour un meeting intitulé Namaste Trump, entendez Bonjour Trump en hindi. Les relations entre l'Inde et les États-Unis ne sont plus seulement un partenariat parmi d'autres, c'est une relation bien plus profonde et plus grande, a déclaré Narendra Modi à l'intention de son hôte américain, qui effectue ce lundi et mardi son premier déplacement officiel dans ce pays. Le président républicain s'est félicité de l'accueil phénoménal reçu en Inde où il a atterri en fin de matinée. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. Très bientôt.